Le doux son de nos pas dans la neige, le cliquetis d'un mousqueton avant de s'élancer sur une paroi, les discussions matinales d'un groupe de randonneurs au départ d'un refuge, ou encore le bruit du torrent dans la vallée. Ça y est, vous êtes à peu près situés ? Alors bienvenue dans les Pyrénées. Dans ce podcast, je t'invite à découvrir les Pyrénées avec un nouveau regard. De l'Atlantique à la Méditerranée, entre la France et l'Espagne, ces montagnes ont beaucoup à nous enseigner. Sur l'histoire, sur la culture, sur la nature, mais aussi sur nos vies. À travers le récit des femmes et des hommes, de tous âges et de tous horizons, je t'embarque à la rencontre de ceux qui ont fait le choix de vivre au pied des sommets. Au-delà de la carte postale, que représentent ces territoires de montagne pour celles et ceux qui y sont intimement liés ? Dans ce podcast, on parle donc de montagne, mais pas que. Au fil des conversations, on se questionne sur le rapport que l'on entretient aujourd'hui en tant qu'humain avec notre environnement et nos territoires. On défait le fil de nos parcours et puis on explore les futurs dans un monde en plein changement. Je m'appelle Anne-Sophie, je suis béarnaise et je t'invite à écouter dès maintenant les voix des Pyrénées. Moi j'ai été toujours avec cette relation, tu viens d'où, t'es qui ? Je suis coureur cycliste, j'habite dans le Tourmalet et forcément internationalement ça parle. Donc je me suis souvent vendu en tant qu'athlète comme étant une carte de visite col du Tourmalet, Pyrénées. Étudiant en archéologie, cycliste professionnel, puis entrepreneur, Rémi Lafont aime le défi, mais surtout il fait confiance à la vie. Sa carrière se dessine au fil de ses expériences, ses racines restent au cœur de son existence. Après une carrière dans le VTT marathon, discipline peu médiatisée, il se lance dans un tout nouveau projet. Sportif sur bien d'autres aspects, la création de Chez Octave à Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Chez Octave, c'est un café vélo, un temple de la bicyclette moderne, avec ici et là l'histoire d'un col emblématique qui est raconté, le col du Tourmalet. Dans cet épisode avec Rémi, on parle de carrière sportive et d'identité. On parle aussi du développement de la pratique du cyclotourisme et puis de projets, car au moment où on enregistre cet épisode, Chez Octave ouvre sa deuxième maison, au sommet du col du Tourmalet. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Rémi Lafont. Chez Octave du coup, pour faire un peu d'histoire, Octave ça vient d'Octave Lapise. Octave Lapise c'est le premier coureur cycliste à franchir le col du Tourmalet quand le Tour de France rentre pour la première fois dans les Pyrénées. On est là en 1910. Donc c'est le premier qui, pendant la course, du coup, franchit le col en tête. Il passe à pied, ça fait cette image légendaire, les forçats du vélo, quoi, qui passent là dans ce massif des Pyrénées. Et du coup, symboliquement, nous, c'est vrai que c'est un nom qui parlait pour le côté historique. Et plus concrètement, pour notre métier, pour notre projet, le côté Octave, chez Octave, ça faisait très maison. On vient chez quelqu'un, on reçoit à la maison, dans un confort d'hospitalité, d'accueil. Donc chez Octave, qui sonne un peu français et sur une thématique vélo qui plaît aussi à une clientèle internationale, ça nous fait cette maison qui touristiquement est attractive. Voilà. Donc c'est ça l'idée d'Octave. Top. On va en parler un petit peu après de ce qu'est cette maison, mais je vais te poser la question d'introduction du podcast. Ça veut dire quoi pour toi les Pyrénées ? J'ai failli dire c'est une maison, donc c'est chez moi, c'est des racines, c'est une passion, clairement. C'est plus qu'un massif, c'est une identité culturelle, c'est vraiment un endroit d'où on vient, c'est l'aventure, c'est plein de choses. Rapidement, on pourrait dire que c'est du pyrénéisme, mais ça englobe tout un tas il y a suffisamment de littérature autour de ça. Mais pour moi, personnellement, les Pyrénées, c'est la maison, c'est la famille et l'aventure en montagne. Tu as grandi ici même, à Bagnères de Bigorre, et tu y es aujourd'hui, tu y vis, tu y travailles. Ton histoire, ça a commencé avec le vélo, c'est un peu ta particularité. Tu as commencé à 10 ans dans un club, alors je ne me rappelle plus le nom du club. Club de Bagnères ici. Le club de Bagnères. Pourquoi le vélo ? Tes parents faisaient comment ? Pas vraiment. Je pense que le vélo, c'est un moyen de s'émanciper, jeune quand même. C'est le premier outil où on peut de suite sortir de chez soi, aller jouer avec les copains, s'amuser en montagne, s'amuser dans les vallées, sortir de la maison et prendre le vélo et aller d'un point A à un point B, tout simplement. Fatalement, c'est vrai aussi, ou fatalement non, mais viscéralement, mon père était passionné de vélo. Familialement, donc du coup il y avait quelque chose, j'avais toujours entendu dire, mon grand-père partir voir Robic passer au col du Tourmalet en telle année. Donc toujours tu grandis un peu avec ça. Donc le vélo clairement
Je dirais que j'y suis tombé dedans petit, j'ai fait mon petit parcours jusqu'à être professionnel et puis monter la maison. Donc, Justement, cette carrière de professionnel, toi, tu t'es spécialisé dans le VTT marathon. On ne connaît pas trop cette discipline. Moi, par exemple, j'en avais pas trop entendu parler. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste et comment tu es arrivé vers cette discipline quand tu as commencé avec plutôt le vélo route En fait, c'est assez facile parce que quand on est dans les Pyrénées ici, on est à Bagnères de Bigorre, donc je passais par le club j'ai grandi et je me suis épanoui dans le club de vélo de la ville, donc l'avenir cycliste Bagnères de Bigorre. C'est vrai que tu fais du vélo petit pour aller, comme je disais, chez les copains, tu traverses les vallées, tu t'amuses, quoi, tout simplement. Et plus le vélo étant ancré, tu t'inscris dans un club avec des copains, est-ce que tu vas faire du foot, tu vas jouer au rugby, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis parti dans le vélo assez rapidement. Je faisais du vélo et de l'escalade, du VTT, d'abord du VTT, même s'il y avait une envie plus d'aller sur le vélo de route, parce que c'est l'école, c'est l'aventure en montagne par le Tour de France, tout ce que tu vois à la télé, les champions, tes héros d'enfance. Et puis du coup, non, je suis parti dans le VTT d'abord, puis j'ai fait les deux disciplines, j'ai commencé à marcher, à être performant dans les deux disciplines, puis étape par étape. Le VTT m'attirait beaucoup pour ce côté, se retrouver dans la nature, seul, pas sur la route. Cette capacité à aller dans tes chemins, les mêmes chemins où tu vas te promener quand t'es gamin avec tes parents, avec tes grands-parents. Donc du coup d'y aller à vélo. Et puis finalement je me suis vite mis cette espèce de petit défi de tout est possible à faire en vélo. Et donc plus avec un VTT qu'un vélo de route. Donc tu peux aller sur ce sommet, tu peux aller jusqu'à tel enrochement. Et tu y vas avec un VTT, tu finis avec un peu de portage. Et puis en fait tout ça, ça m'a construit dans mon parcours de coureur cycliste. Même si je faisais de la route, j'avais un peu plus d'amour pour le VTT sur le principe de l'aventure en montagne. Donc vraiment du VTT d'aventure. Puis je me suis professionnalisé dans ça. Des courses que tu choisis, les courses que tu choisis qui te construisent en tant que coureur et donc un palmarès et une carrière. Puis j'ai une opportunité pour passer professionnel en VTT, marathon, parce que de la longue distance, toujours ce côté aventure. La longue distance, l'aventure, ce parcours un peu où tu te cherches. Et puis finalement, j'ai sélectionné des courses qui étaient vraiment des hybrides dans ça, de l'aventure, du long, donc du marathon. Et puis je suis passé professionnel dans une équipe en Allemagne qui avait un programme de course lié aux Coupes du Monde de VTT marathon. J'en ai fait vraiment des objectifs après sportifs. Et je remporte le classement général de la Coupe du Monde de VTT marathon chez les moins de 23 ans. La même année, je suis vice-champion de France de VTT marathon. Et du coup, je fais carrière comme étant spécialisé vraiment dans les courses par étapes longue distance. Comment tu as vécu le fait de t'éloigner des Pyrénées? Est-ce que ça a été une envie ou peut-être un besoin, un moment de s'émanciper aussi? Ou parfois ça peut être comme un déchirement pour certaines personnes Je pense que je l'ai vécu un peu au fil des années, un petit peu dans tous les sens. C'était très intéressant pour moi au début de pouvoir voyager. Vraiment, clairement, d'avoir, par la passion du vélo, en faire un métier, avoir cette chance et opportunité d'aller parcourir le monde, hein, clairement. Parce qu'il faut dire que pour VTT Marathon, il n'y a pas d'équipe en France. Non. À ce moment-là, il n'y avait pas véritablement d'équipe qui permettait de pouvoir être vraiment professionnel et d'avoir du coup une rémunération liée à cette pratique sportive. J'avais suivi le parcours un petit peu, j'allais dire un peu comme un objectif sportif et un petit peu un rêve de se dire tiens voyons partir dans une équipe à l'étranger, ça pourrait être intéressant un peu à l'image à ce moment-là le français qui marchait très fort en marathon c'était Thomas Ditsch qui était dans une équipe allemande qui s'appelle Bulls. Donc je me disais voyons peut-être que prendre un peu ce pas-là et puis j'ai eu une proposition de contrat et je me suis engagé très rapidement et ça a été une belle émancipation du coup. Parce que du coup, c'est vrai que tu quittes un peu tes Pyrénées. Mais j'avais la bougeotte aussi à ce moment-là, donc ça m'intéressait. Puis de suite, oui, c'est les stages d'entraînement, l'Afrique du Sud, l'Asie, le Moyen-Orient et beaucoup de déplacements qui te nourrissent, quoi, très, très concrètement. Donc dans les étapes de vie, au début, c'était très bien. Tu es à la fac, tu t'entraînes et puis tu pars 3 jours, 6 jours, 10 jours, 15 jours, un mois. Tu reviens avec la valise, tu es passé par le Brésil et telle autre course et du coup c'est vrai que c'est chouette, c'est une belle vie et puis comme tout une fois que c'est devenu un peu pas une routine mais du coup une fois que tu as fait quand même pas mal
ça devient une contrainte de se déplacer, de prendre les déplacements, prendre l'avion. Familialement, moi j'ai eu mon deuxième enfant aussi, et là ça devient autre chose, quoi. Tu as envie d'être à la maison, de profiter des petits. Donc ouais, tu vis le voyage positivement, comme vraiment une émancipation, une évolution personnelle. Et en même temps, à un moment donné, arrive le temps où tu veux rester chez toi, quoi. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, les gens connaissaient les Pyrénées, enfin les gens avec qui tu courais, parce que j'entendais dire que tu avais un peu ce rôle aussi d'ambassadeur quand tu faisais des courses ou quoi, de parler de tes Pyrénées, de parler d'école ici, de parler du sport. Et quel regard les gens avaient sur ce territoire C'est sûr que du coup, moi j'étais toujours avec cette relation, tu viens d'où, t'es qui? Je suis coureur cycliste, j'habite dans le Tourmalet et forcément internationalement ça parle. Donc je me suis souvent vendu en tant qu'athlète comme étant une carte de visite col du Tourmalet, Pyrénées. Et donc, ça parle grâce au Tour de France. Ça parle clairement, j'allais le dire, grâce au Tour. Le Tourmalet est cette espèce de petit symbole mythique quand même dans le milieu du vélo pour les passionnés. C'est le col, un des cols les plus visités, donc ça fonctionne très bien. Et tu es toujours avec cette casquette Pyrénées, c'est un peu lourd, c'est lourd et le Tour de France Tourmalet. Donc clairement, moi j'ai fait ma carrière sur ça. Et oui, tu en deviens ambassadeur. Tu en deviens ambassadeur parce que du coup, tu portes un petit peu ce sentiment étendard, racine, partout sur la planète. Donc c'est vrai que c'est un chouette sentiment. Avec une culture derrière, avec du patrimoine, et il n'y a pas que les Pyrénées, si tu vas plus loin, il n'y a pas que du vélo non plus, et forcément ça fait du bien de pouvoir porter ce drapeau, ouais. C'est bien. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce col du Tourmalet? Je pense que au-delà de la difficulté qui fait sa légende, je crois que c'est ce mythe, c'est ce symbole, c'est lacé, voilà. C'est photogénique, c'est beau, du coup c'est attractif. Ça fait un peu cet aimant-là, c'est le 2115 d'altitude. Donc tu sais que tu te dépasses davantage encore quand tu vas chercher un sommet qui est plus haut. Donc il est plus long, il est plus haut, plus dur. Donc ça fait ce défi-là et symboliquement, comme voilà je pense que c'est un aimant. C'est un aimant. T'as besoin d'y aller. Comment t'en arrives du coup à revenir ici? Tu le disais, il y a aussi peut-être les enfants, la carrière professionnelle qui arrive un peu sur l'essoufflement. On se doute que c'est pas toujours facile aussi de mettre peut-être un point final à une carrière sportive. Comment on vit cette transition? C'est vrai que c'est jamais facile d'être à la fois extrêmement stimulé par des objectifs sportifs et puis d'un coup se dire bon finalement stop. Mais tu te stimules avec d'autres éléments. Moi j'ai créé, c'est justement la bascule avec Octave et la création de la maison. Se dire que du coup le jus, l'implication que tu peux mettre, cet engagement que tu peux mettre dans le sport et dans des objectifs vraiment concrets au sens physique, tu peux tout ça en faire quelque chose de puissant aussi pour développer en tant qu'entrepreneur des dynamiques. Et finalement, moi, c'est ce que j'ai fait. Je pense pouvoir dire assez facilement que j'étais coureur cycliste professionnel, mais presque malgré moi. C'était pas un objectif de vie quand j'avais 15 ans de devenir pro. J'ai fait mes études, j'ai fait mon parcours à la fac. J'avais plus en tête, finalement, après quelques saisons en Coupe du Monde, d'aller dans ma voie de formation qui est l'archéologie. Et puis la vie, une rencontre, une autre, et puis finalement, j'ai lancé ce projet-là. Une fois que tu le présentes, les gens à qui t'en parles te donnent un peu de satisfaction dans l'idée, et puis te disent allez feu, tu devrais y aller, et puis tu arrives à fédérer, à rassembler des amis, des copains de vélo, Bruno Armirail qui est dans l'aventure aussi ici, qui est rentré de suite dans le projet quand je lui ai présenté, et qui est aujourd'hui encore là, et on pousse il y a un nouvel élan, il y a comme un nouvel élan, là on va avoir 2 ans, il y a un nouvel élan, et tout ça en fait c'est des rencontres, et puis j'aurais pas parié, c'est sûr qu'il y a 5 ans j'aurais pas parié qu'on aurait lancé Octave. Je me voyais pas du tout dans le milieu du vélo non plus, je pensais encore moins créer cette espèce d'outil hybride, magasin, voilà.
Et ceux qui me connaissent en plus savent que c'est presque étonnant d'avoir lancé ça. Et puis finalement, non, c'est très cohérent. On a une cuisine, j'ai grandi dans une cuisine. Mon père était cuisinier, il est toujours là à la maison. Enfin, tout ça, en fait, ça a beaucoup de sens. Mais j'aurais pas parié. Tu trouvais qu'il manquait quelque chose au niveau du territoire ici pour le vélo? Je pense pas que ça serait un peu arrogant de dire qu'il manquait quelque chose et que du coup on a amené ce quelque chose manquant. Je pense plutôt qu'il y a un territoire qui a un tel potentiel pour la filière vélo qu'effectivement du coup il y avait de la place pour lancer un objet, un outil. Et c'est dans cette place-là que nous on s'est développé et qu'on continue à se développer et à créer de nouvelles pattes à cet hybride, on va dire. Mais c'est clair que un lieu qui fédère avec des services autour du cyclisme, il y en avait pas. Il y avait eu des initiatives puissantes comme le centre Laurent Fignon, qui malheureusement après le décès de Fignon finalement s'était arrêté. Et nous là-dedans, on a su forcément par l'expérience se nourrir de ça, de ces initiatives-là. Et puis ouais. Pyrénées, Tourmalet, il y a un potentiel juste incroyable quoi, pour la filière vélo au sens large. Hein. Pas que sur la partie, je parle pas vraiment de la partie magasin vélo parce qu'on est des petits bassins de vie. Donc il y a une zone de chalandise qui est pas non plus incroyable pour vraiment travailler ces parties-là. Mais pour autant, tout ce qui est service, accueil, tourisme, là il y a un monde quoi. Donc on s'y est engagé. Et je crois ouais, vraiment que depuis j'ai envie de dire 3-4 ans, on sent une dynamique Pyrénées vélo à l'échelle nationale et internationale. De plus en plus de marques qui viennent shooter, qui viennent faire de la créa pour leurs nouveaux produits. Il y a du naming Pyrénées qui sort aussi à l'étranger beaucoup, où on vient se chercher ce mot un peu sauvage, ce sujet préservé. On ne sait jamais trop comment dire. Est-ce que c'est pas développé, sauvage ? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est juste la vie qui fait encore une fois que tout ça c'est encore tout frais? Tout est exploitable au sens propre du terme. C'est ce petit diamant brut là, on le sent quoi. Il y a une vraie effervescence. Donc il y a encore beaucoup à faire, mais le territoire, je pense, à l'échelle vraiment du massif, commence à pousser cette question du vélo. Et nous, on espère pouvoir être un acteur clé de cette dynamique. Ouais. Et j'ai le sentiment que pendant de nombreuses années, le vélo, on avait l'impression que c'était un peu réservé plutôt aux hommes déjà, mais aussi à la route beaucoup. On a tous grandi avec le Tour de France qui passait ici, mais il n'y avait pas autant cet engouement pour tous les profils en fait de se mettre au vélo et de se dire je vais gravir un col, je peux. Comment t'expliques cette il y a un attrait énorme pour la course à pied aussi en ce moment, mais le vélo, il y a quelque chose qui est sorti là depuis quelques années. Je pense qu'il y a un vrai boom depuis Covid, c'est clair, sur cette envie sociétale d'être un peu plus à l'essentiel. Donc les Pyrénées, c'est un vrai terrain de jeu pour ça. Le trail pousse fort aussi. Donc tu te rends compte finalement que cette montagne est accessible très rapidement depuis ta maison, donc depuis ton cœur de vie, travail. Travail, école, boulot, enfant, tout ça, hop d'un coup, en très peu de temps, tu te retrouves dans un massif et tu es en immersion totale. C'est vrai que nous, pratiquants de toujours, tu le sais, mais ça se voit pas peut-être de la même façon aujourd'hui auprès du grand public. Et c'est vrai qu'on est assez surpris de toutes ces initiatives de voyage vélo, de séjours, aventure, yoga, running, VTT, vélo balade, enfin l'exploration, le contemplatif, c'est des sujets qui, il y a 4 ans, c'était assez éphémère. Il y a 10 ans, on n'en parle même pas. Et là, du coup, je te rejoins complètement. Le vélo était très masculin. À un moment donné, du fait des problématiques dopage du vélo, le vélo était même avec une mauvaise casquette quasi ringarde. Et en fait, on sort de ce monde où il n'y a pas que la compétition. Le cyclisme, ça ne veut pas dire juste course. C'est une pratique sportive qui te permet de découvrir ton territoire. Et c'est facile. C'est facile à faire le pas parce que finalement tout le monde a une relation avec le vélo. Tout le monde a un vélo au fond d'un garage.
chez un tonton, chez une tati, chez papy, chez mamie, papa, maman, peu importe, mais dans le petit cocon familial, on a tous une relation avec le cyclisme et avec le vélo. Donc du coup, c'est, je pense, là, ce boom qui, par alignement des planètes, fait que les gens ont envie de se lancer, d'aller profiter d'un coucher de soleil en courant, en roulant. Et ouais, il y a une dynamique qui fait du bien. Ouais. Et comment, je ne sais pas si ici vous questionnez sur ça aussi, comment peut-être on fait pour éviter peut-être le surtourisme aussi? Ouais. Est-ce que c'est des questions que vous avez parce que ça reste aussi des territoires de montagne avec une seule route, un seul chemin pour y passer? Comment on réfléchit à tout ça? Non, c'est vrai que du coup, le surtourisme, c'est vrai qu'il y a peut-être des territoires et vraiment des points où on peut avoir une espèce de veille ou envisager un peu d'attention. Il faut peut-être se dire qu'il y a des investissements à ne pas faire pour éviter que, mais je crois qu'on n'en est pas là. Je crois que chez nous, si je prends vraiment le territoire Hautes-Pyrénées et ce qui est notre terrain aujourd'hui, nous, de travail vraiment, non, on n'a pas de surtourisme. On a peut-être des pics de fréquentation, mais qui se gèrent. Et on les cherche aussi, on les provoque parce qu'ils sont nécessaires aussi économiquement. Ces pics sont utiles à l'emploi, clairement, aujourd'hui, pour stabiliser nos entreprises. Donc on a besoin de ces pics. Là où on peut peut-être se poser des questions aujourd'hui, nous, dans la pratique, dans ce que l'on voit, c'est oui le boom du VAE, du VTT à assistance électrique, parce que ça te donne accès à des endroits où peut-être que sans cet outil-là, les gens ne seraient pas allés ou moins allés, mais ça reste éphémère. Voilà. Donc tant qu'on est dans une logique de cohabitation, d'usage en bonne intelligence, il n'y a pas de problème. Et on n'en est pas à avoir des bus de VAE qui se garent et qui vont... non, voilà, on n'en est pas là. Donc se poser la question, je pense que c'est bien, il faut. Mais parce qu'il faut faire un peu de prévention aussi et il ne faut pas faire de la montagne un mauvais parc d'attractions, quoi. C'est pas le but. Mais je crois qu'on a un peu de marge. On n'en est pas du surtourisme. Ici, tu essaies aussi de travailler avec des marques locales. Il y a la marque Soum, par exemple, peut-être avec des produits locaux pour la cuisine. Ouais. Comment est-ce qu'on construit ça et on essaie de rester aligné avec ça? Je sais pas, c'est pas toujours facile. Je crois que c'est encore une fois, c'est les rencontres. C'est vraiment les rencontres. Des fois, ça matche, parfois très bien, parfois moins. On teste des sujets. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'à l'échelle de la maison, notre objectif, c'est de valoriser des pratiques sportives, de faire découvrir le territoire, faire découvrir la montagne. Si on est sollicité par un acteur qui va être dans la conception de tel ou tel produit, forcément, nous, on a un lieu où on ouvre les portes en grand pour dire, bien sûr, clairement, on expose, travaille, on fait, on échange, on construit ensemble. On le fait très bien, oui, avec Soum, avec Rémi, du coup, Couder, qui vient de s'installer, du coup, sur le territoire de Bagnères également. On a de bons projets aussi sur le papier. Du coup, il construit des vélos sur mesure. Exactement, c'est du sur mesure. Donc ça permet d'avoir ce petit, je sais pas comment dire, cette petite cerise sur le gâteau pour nous. Je dirais un client qui cherche un produit vraiment identitaire, oui, haut de gamme, pensé avec peut-être un autre esprit. En tout cas, c'est possible. Dire que c'est possible et on peut accompagner. Alors on peut pas tout réinventer, on va pas lancer des usines de pneus et de carbone à Bagnères demain après-midi, mais il y a des matériaux qui te permettent de travailler et puis à arriver à l'objet besoin, quoi. Quel était le besoin de cette personne, et si on arrive nous à donner satisfaction, c'est notre cœur métier dans le service. Donc ça on fait. Et, bien sûr, tu parlais de la cuisine, donc on va travailler des produits locaux. Clairement, ça va forcément des viandes, des fromages, des confitures, enfin des produits. Tout ça, c'est très pragmatique en fait. C'est très simple, mais c'est ce que les gens cherchent aussi. On va travailler avec une bière brassée ici aussi localement. On va travailler avec du vin de Madiran. Parce qu'au final, notre cible clientèle, encore une fois, ces gens qui viennent de loin ou de près même, qui viennent en week-end dans les Pyrénées, ça a du sens de découvrir ces produits, puisque les autres, tu les as chez toi déjà, ils les ont chez eux.
Donc autant être dans l'aventure jusqu'au bout du chemin, quoi, vraiment dans la réflexion. On essaie tout un tas de sujets. Ça va ici, tu vois, des meubles qui sont là devant nous. C'est une ardoise de la Bassère. Robin qui nous a fait ce meuble-là, il est à Baudéan. Il a forgé ça dans la forge de son grand-père. On a travaillé le bois, alors on n'a pas fait des canapés. Voilà. Donc il faut être un peu cohérent sur tout ça. Et on essaie de trouver le maximum de choses qui peuvent s'engager dans la maison. Je pense à Mathilde aussi, Bascol, avec qui on a fait travaillé de la céramique. On a fait la vaisselle de la maison, les tasses café, les assiettes dessert. Elle est originaire de Campan. C'est des relations amicales, c'est tout ça, ça fonctionne et après ça fait une identité différente, quoi. Qu'est-ce que le Tour de France pour toi veut dire ou te fait ressentir? Ben, le Tour, c'est assez paradoxal. Le Tour, c'est la compétition, c'est le haut niveau dans le cyclisme. En même temps, c'est une fête populaire, c'est une carte de visite pour notre massif, c'est ce qui fait notre identité à nous aussi. On a joué sur ce storytelling-là. On a un vocable Tour. C'est la vie, c'est l'action, c'est la fête, c'est les bons moments, et puis en même temps c'est le beaucoup de choses, c'est le rush, c'est la caravane, les voitures, les camions, les lumières, voilà. Donc c'est un sujet très paradoxal, mais ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne et c'est la force du Tour, quoi. Ça fait plus d'un siècle que ça marche, que les gens sont au bord des routes. Ça fait la ferveur du vélo et ça c'est chouette. Et nous dans la maison ici on a ces petits clins d'œil, ces gadgets, ces outils. Ça passe aujourd'hui beaucoup par Bruno aussi qui est sur le Tour en tant que coureur. C'est chouette aussi symboliquement d'avoir même quelqu'un d'ici qui a Bruno fait son qui est ton école. associé. Ouais, Bruno coup, Armirail qui est associé ici dans le projet avec moi. Et qui représente ce jeune Pyrénéen qui est passé par une école de cyclisme et qui, du coup, dont on parlait d'émancipation, en fait un métier et finalement devient héros pour certains, ambassadeur pour d'autres. Mais il est là, il est sur un tour et les gens applaudissent au bord de la route. Et comme l'an dernier, on fait ces sujets, cette fan zone en haut du col. Tout le monde se rassemble, fait différemment la fête encore parce que du coup, il y a un petit de la vallée qui est là et qui fait le tour. Donc ça marche très bien, c'est super, c'est populaire, c'est chouette, quoi. C'est une belle aventure. Donc le Tour, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Et puis c'est notre métier. Voilà, aujourd'hui ça devient notre métier que d'accompagner ces gens qui vivent Tour de France, qui parce que le Tour vient dans les Pyrénées, eux vont programmer leur séjour, vont vouloir aller toucher ce que les coureurs font. Se rapprocher des lieux qu'ils voient à la télé, voilà, tout ça. Le Tour, c'est une grosse machine et une belle aventure. Et pour nous, c'est l'horizon, quoi, de toute la saison. Pour un calendrier, tac, il faut être prêt le jour du Tour. Voilà. Qu'est-ce que la montagne t'apporte, toi? Ouais, c'est du défi. J'irai rapidement comme ça. Premier mot, la montagne, c'est un défi parce que du coup, tu te challenges tout le temps. Quand bien même en tant que sportif, tu repousses toujours tes limites quand tu es en montagne. C'est le danger aussi du coup parce que tu repousses tes limites, tu te mets en danger. C'est la sérénité parce que si tu te mets en danger, il faut le gérer. Donc il faut cette maturité-là de t'aventurer en montagne. Tu as une prise de risque permanente et en même temps c'est la maison, je disais. C'est à la fois le jardin de tes grands-parents, ta grand-mère, ton grand-père, les petits-enfants, les enfants qui sont là maintenant, que tu amènes en montagne. Là, c'est pas le danger, c'est que l'euphorie, l'épanouissement, c'est pareil, c'est des racines. Donc la montagne, c'est vraiment passionné. Voilà. C'est vraiment passionné, et puis tu peux être passionné sans connaître le nom de ceci ou le nom de cela. Tu n'es pas obligé de savoir lire une carte, de te nourrir d'un Garmin ou d'un GPS non plus. Tu la pratiques chacun avec son envie, sa vision, mais elle est là, il faut y aller, il faut la découvrir, quoi. C'est beau, quoi. Voilà. Et comment tu vois évoluer ce territoire ici? Je trouve qu'il y a une très belle dynamique. Voilà.
Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives, des sujets qui sortent un peu de partout, toujours avec cette envie justement d'aller en montagne, d'aller la vivre. Ça passe par les produits, c'est du pastoralisme, c'est de l'entrepreneuriat, c'est de la petite industrie qui vient se mettre dans du Piémont pour donner métier à des gens qui sont là, qui vivent, qui restent ici, qui développent, qui construisent, qui familialement gardent racine et continuent voilà, à faire que ça, ouais, que c'est sain, quoi. Donc non, il y a une super dynamique. Et je trouve que du coup, on le voit, de toute façon, il y a de moins en moins de maisons à la vente, il y a de moins en moins de jardins en friche, il y a de plus en plus de gens qui viennent, qui disent qu'ils se sont installés, que c'est beau, qu'ils ont repris la maison des grands-parents. Tout ça, c'est chouette, ouais. Donc, en tout cas, je ne sais pas si c'est une dynamique qui est vraiment précise, mais nous, on le vit de plus en plus, parce qu'on est aussi comment dire, on est un peu une interface aussi aujourd'hui avec, tu as un comptoir café, les gens discutent, tu les reçois pour manger, tu les reçois pour aller rouler. Donc on voit pas mal de gens qui nous font remonter des énergies extrêmement positives sur ça, quoi. Voilà, ça fonctionne bien. Et il y a ce besoin aussi, tu sens, de partage de la pratique et du vélo, de ne pas être juste dans une pratique individualiste, de aller se faire un col et puis redescendre. Tu sens que les gens ont besoin de connecter. Ouais, je crois que c'est toujours bien de partager les choses. Cet avantage-là du vélo, c'est que pour nous, nous en tout cas, c'est ce qu'on organise à la maison quand on fait les social rides, toutes ces sorties qu'on encadre ici. En fait, on donne juste rendez-vous. Tu donnes rendez-vous à des gens, tu dis juste si tu veux rouler, viens avec nous. Là, tu vois, tout à l'heure, on avait une sortie fille un peu communiquée. On était avec une quarantaine de personnes qui étaient là. De départ. Que des filles, du coup ? Il y avait les filles et puis il y avait un autre groupe classique comme on fait tous les samedis à 14h. Et tu vois que les gens, ils ont besoin de faire des choses ensemble. Puis après, tu te retrouves, tu bois un café, tu prends un verre, tu discutes, tu restes là avec ton vélo, tu reprends un peu tes esprits et puis tu repars dans ton univers. Rien ne t'interdit de faire le lendemain ou la veille une sortie pour toi tout seul où tu te retrouves avec toi-même, avec ta machine et ton vélo et dans ton environnement. Mais c'est aussi bien de le partager. Et je pense qu'il y a un temps où il faut un peu tout ça, quoi. Il faut du temps pour toi-même avec ta pratique et puis du temps de groupe. Et le week-end, ça s'y prête trop. Les agendas sont plus libérés les week-ends, donc c'est plus facile. Et puis pour ceux qui pratiquent plus encore, tu fais tes intervalles, ton spécifique entraînement quand tu veux aller là-dedans, quand tu es tout seul. Et puis après, tu vis différemment en société dans un groupe vélo. Tu arrives à trouver du temps, toi, encore, pour aller faire du vélo ? Pas trop. Non, mais en fait, c'est pas que j'arrive pas, c'est que je le prends pas. Je prends pas trop de temps pour le vélo. J'ai fait énormément de vélo dans ma vie. Aujourd'hui, le temps libre, je fais d'autres choses. Je fais d'autres choses et les petits me prennent beaucoup de temps, clairement. Et c'est très bien et je le vis très bien comme ça. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est ça aussi, c'est quand tu as fait beaucoup d'une activité, tu le vois aussi, pour revenir sur ce qu'est la montagne aujourd'hui aussi, c'est tellement facile d'aller pratiquer d'autres disciplines aussi, que tu puisses aujourd'hui, on le voit encore au quotidien, tu as des gens qui vont aller courir le matin, ils vont aller rouler l'après-midi. L'hiver, c'est pareil, en fait, il n'y a pas de deux saisons, quoi. Tu peux aller skier le samedi, tu vas rouler le dimanche avec ton groupe de copains, enfin tout ça, ça marche très très bien. Donc, ouais, il y a matière. Ouais. Une dernière question avant les 3 petites cribles de la fin. Tu disais, tu as grandi dans une cuisine aussi. Ouais. Quel regard ont tes parents, tes grands-parents, peut-être sur le fait que tu sois revenu ici, que tu aies créé un lieu ici Je sais pas. Tu sais pas ? Non, c'est sûr que du coup, j'ai grandi dans une cuisine parce que mes parents tenaient un restaurant. J'ai toujours grandi dans ce milieu-là de l'accueil et de l'accueil clientèle et venir manger à la maison, des gens qui viennent manger, passer du temps, boire un café, rester à table, discuter, partager ces moments-là. Et du coup, Octave, c'est ça en fait. La maison, c'est un peu ça. C'est le mélange avec cette vie de cycliste et donc le vélo au sens large, toutes ces disciplines du vélo.
et l'accueil voilà, du café au repas. Et là où Octave est un peu différent, c'est ça, on a pris le schéma du café vélo qui fonctionne et qui naît de plus en plus un petit peu partout et même davantage en ville encore, pour y faire quelque chose où c'est pas qu'un café, tu peux passer un moment, entre copains. Là, tu vois, on a une table à midi d'un peu plus de 10 personnes, c'est des anciens du vélo, ils se retrouvent là, ils ont passé un vrai moment, tu vois, ils vont rester un bout d'après-midi, ils se sont échangés des photos de quand ils roulaient ensemble, tout ça c'est chouette, ouais. Et donc Octave c'est ça, c'est de se retrouver comme ça. Donc le regard familial, je pense que c'est assez logique d'avoir lancé ça. Je sais pas si c'est malin en termes de temps de vie, parce que du coup ça demande quand même pas mal d'action, mais c'est logique, on va dire. Familialement c'est logique. Je te pose les 3 petites questions de la fin. Quel est ton lieu préféré dans les Pyrénées? Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile parce que j'en ai beaucoup. J'adore le massif. Et aujourd'hui, on s'est vraiment ancré dans le Tourmalet. Donc ça sera assez facile de répondre. C'est le col du Tourmalet, forcément. Mais je crois pas. Je crois que aujourd'hui, dans les Pyrénées, et sans citer vraiment de lieux, moi, je m'épanouis dans ces quelques ruines médiévales qu'il y a dans le massif et qui sont magnifiques. Et sans en citer, voilà, j'en ai une particulièrement et je ne le dirai pas parce que comme ça, je suis tranquille quand j'y vais. Mais voilà, j'ai un petit endroit au cœur des Pyrénées où je vais et on y va familialement et c'est très bien comme ça. Qui te rappelle l'histoire aussi? Bien sûr, c'est mon parcours aussi. C'est mon parcours dans l'archéo, dans l'histoire, dans le patrimoine. Et du coup, c'est tout ce lien-là. Et oui, voilà, comme je disais, gamin, tu prends ton vélo, tu vas sur cette petite ruine, ce château à gauche, à droite, et tu découvres et tu vois ton identité culturelle, patrimoniale. Ouais. Donc pour moi, ces endroits privilégiés, c'est ces petits châteaux par-ci par-là dans le massif. Ouais. Est-ce que tu as un endroit pour recommander dans les Pyrénées pour manger? Pour manger, c'est Ouais. facile, je pourrais dire aussi ici, mais je pense que c'est un peu pareil. Tu vois, je crois qu'il y a plein de tables dans les Pyrénées parce qu'il y a plein de gens qui font bien leur métier, ça fonctionne très bien. Et je crois qu'il faut oser dire qu'un endroit pour manger, pour moi, ça serait vraiment de prendre et d'aller d'aller en montagne pique-niquer. On le fait avec des groupes, ça, on prend une cabane, tu fais très simple, un petit barbecue très simple, voilà. Quelques produits simples aussi, un bon fromage, un bon pain, et en fait ça marche quoi, ça marche tout le temps. Mais après il y a de bonnes tables, Oser pousser les portes aussi des... Non, bien sûr, il faut oser pousser, et puis il faut goûter, il faut bouger, mais il faut être simple, ouais. Et est-ce que tu as une recommandation, ça peut être un livre, un film, sur le cyclisme, sur le vélo, sur les Pyrénées, qui toi t'a particulièrement touché, que tu pourrais partager Ouais, je regarde si je le vois même. On va en avoir un là. Tu permets? Ouais, bien sûr. Je me lève. Hop, hop. Tout simplement, Vélo et Pyrénées. Vélo et Pyrénées. Et c'est un super bouquin. On a fait le lancement ici. Et derrière tout ça, il y a un peu tout. Et ça résume vraiment moi ma vision du massif. Tu vois là-dedans, tu as du patrimoine culturel, tu as de l'anecdote Tour de France, tu as des départs randonnés. Donc ça c'est chouette. Ouais. C'est un bon bouquin. Et juste ici, parce que ça me fait penser, je regarde autour, mais c'est rigolo parce qu'il y a des très anciens vélos, il y a des vélos ultra modernes. Ouais. C'est important aussi de Complètement, ouais. montrer que tu parlais de simplicité tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de technicité dans certains produits, mais aussi montrer que à l'époque, ils grimpaient avec des vélos. Non, mais en fait, c'est un peu le but de la maison aussi, c'est tu vois, simplement d'avoir quelques livres qui font l'histoire du vélo dans les Pyrénées, oui, mais en fait les machines parlent aussi. Là derrière on a un cycle Martel de la collection de Marco le Breton, qui est une collection de fous parallèlement, mais fabriqué à Tarbes en 1910. Tu vois, nous ça colle beaucoup à ce que l'on essaie de dire. En même temps, juste derrière il y a un Soum, fabriqué aussi dans les Hautes-Pyrénées. On était là en 2024 quand on a conçu le vélo.
avec Rémi. Et là, il y a le vélo de Bruno, le vélo rose qu'il a ramené du Giro quand il était leader sur le Giro. En fait, tout ça, c'est cette passion-là, quoi, de dire l'histoire du cyclisme, c'est des machines, c'est des objets, c'est des maillots, c'est des photos, et on essaie de rassembler tout ça. Et forcément, derrière, comme on est en 2025 et on est un magasin de vélo, tu as des produits dernier cri, haut de gamme, et pas que. Tu as aussi des vélos pour tout le monde, des vélos enfants avec des petites roues. Et c'est logique, quoi. Dans une maison du vélo, comme on a décidé de s'inscrire, voilà, c'est logique. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit parfois beaucoup, notamment sur les réseaux, toute cette... voilà, il faut avoir l'attirail, tu sais, un peu parfait, etc. Toujours les dernières machines. C'est ça qui... On a l'impression que c'est ça qui fait aussi le talent, entre guillemets. Mais c'est parfois bien aussi de rappeler que tout le monde peut commencer avec... Ouais, complètement. Tu es obligé de... Enfin, tu dois commencer de toute façon avec un vélo simple et tu te perfectionnes avec ta machine. Il n'y a pas le besoin d'aller toujours chercher des objets incroyablement perfectionnés, et pour autant ils sont là, ils sont disponibles et tu peux les expérimenter. Donc il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde à l'échelle de ton parcours de vie. Tu auras envie de restaurer un vieux vélo, tu auras envie d'acheter le dernier modèle X ou Y parce que il correspond à ton critère, et nous on essaie d'avoir un petit peu tout ça avec les marques avec lesquelles on travaille, d'avoir cette logique-là qui fasse la bonne alchimie dans la maison. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ou partager avant la fin de l'épisode ? Non, peut-être juste dire que clairement, c'est affaire de... Nous, notre sujet, c'est affaire d'engagement, quoi. C'est affaire d'engagement familialement. Tu es obligé d'y aller amicalement. L'équipe derrière, les gars que tu prends avec toi, que tu dirais recrutes, ou tu sais pas pourquoi il s'est présenté, en fait ça marche très bien. Et tout ça, c'est chouette, c'est une dynamique qui fait que tu renforces un noyau, et ce noyau, il est super important. Donc on essaie d'aller toujours un petit peu plus dans ça. Et puis on a cette deuxième maison, du coup, on va avoir 2 ans, là, ici. Et avec cette deuxième maison au col, on espère pouvoir prendre encore un peu plus cette espèce de symbole du Tourmalet dans les Pyrénées, et faire rayonner davantage encore le sujet. Ouais. Et puis c'est une maison aussi au sommet qui travaillera l'hiver. Donc ça veut dire aussi cette notion de transition de la montagne, une montagne à l'année qui se pratique, qui se vit, et où il faut être acteur, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Latitude Pyrénées est un podcast indépendant. Alors si vous aimez les épisodes, je vous invite à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sous le nom Latitude Pyrénées. Et puis si vous souhaitez soutenir financièrement le podcast en donnant quelques euros par mois ou en faisant un don ponctuel, une cagnotte Tipeee est disponible en ligne. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. De mon côté, je vous dis à très vite pour découvrir une nouvelle voie des Pyrénées. Adi Schatz!